Alors. Bon, on reprend. Je pense que l'anglais est un peu différent. هبطة شوية هبطة كم ديالها. ما نقدرش نقول لك اخويا. Je t'ai regardé l'image, elle est Nadi cool. Kanadi. Elle était bien, elle était max. Donc, on reprend. Bonsoir tout le monde. Alors, nous voici pour un nouvel épisode de Ça reste entre nous. Alors, ce soir, j'ai vraiment la chance d'avoir un ami que je connais depuis très très longtemps, hein, mine de rien. 30 ans. Ouais, 30 ans. Hein, putain, on est vieux. Mais, alors, Majid et Zaïd. Alors, Bon. Majid, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, très succinctement, tu nous dis juste ton âge et ton nom, Bah, je l'ai écoute, déjà dit, donc c'est facile. Voilà, c'est réglé. Majid, 38 ans, je pense. Ouais, c'est 38 ans, tout à fait. ça. 38 ans, 2 enfants. Alors, alors Majid, déjà, la rencontre. Moi, la première fois où je t'ai vu, je me souviens, c'était une fois assez intéressante. Alors, je vérifie si ça enregistre parce que ça nous a déjà fait le coup. Faudrait pas que ça nous le fasse tout le temps. Alors, la première fois où je t'ai vu, écoute, je me souviens, j'étais dans la classe. Alors, on a tous les deux. Alors, j'allais dire, on a tous les deux grandi à Meknès. Toi, non, mais tu vas nous raconter en partie à Meknès. Alors, moi, je me souviens, j'étais dans la classe de monsieur Janel. Brunery. Janel. Moi, je pensais que c'était Brunery. Tu sais, il avait sa femme aussi qui était prof. Non. Prof de maths. Lui, il était prof... Non, ça c'est Castebrunet. Castebrunet. Ça, Yes. c'est Castebrunet. Castebrunet. Bon, peu importe. On était en classe et le prof, il vient, il nous dit bonjour. Alors aujourd'hui, on accueille un nouvel élève, etc. Alors, et tu étais à côté du prof, etc. Et moi, j'avais une place de libre à côté. Et il t'a dit bon, alors c'est Majid et Zaïd. Alors Majid nous vient tout droit du Zaïre. Alors, à l'époque, ça s'appelait le Zaïre. Donc, RDC pour se represent. Et tu es venu et il nous a dit, est-ce que vous savez où est le Zaïre ? Alors, nous, à cet âge-là, on ne savait même pas ce qu'on allait manger tout à l'heure. Alors, on ne savait pas où était le Zaïre. Et il nous a expliqué, il nous a montré sur la carte, alors voilà, le Zaïre est en Afrique, etc. Et tu sais, je sais que ça va paraître un peu bizarre, mais beaucoup de gens ne réalisaient pas que nous-mêmes étions en Afrique. Exact. Tu es d'accord avec moi ? Oui, ça c'est Parce quelque chose qui qu'on m'avait pensait marqué que moi quand je suis arrivé. En fait. l'Afrique, pour nous, l'Afrique c'était des gens, des Tarzans quoi. Voilà, on avait une perception un peu biaisée de l'Afrique. Et donc, je sais que c'était le premier choc. Et tu es venu et donc il y avait une place de libre à côté de moi et donc voilà, donc on a lié une amitié assez rapidement et c'était vraiment super intéressant. Alors donc tu es né au Zaïre. Alors tu es né au Zaïre en 83. Donc tu es né au Zaïre en 83. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé au Zaïre avant de venir au Maroc ? Bah écoute, ça se passait bien, c'était génial. Donc tu étais dans un lycée belge, c'est ça ? Tu étais dans une école belge plutôt. Alors ouais, parce que j'ai eu 2 passages en fait. Je suis venu la première fois en 90, donc jusqu'en 90, de 83 à 90, j'étais effectivement dans un système belge. Ce qui, entre parenthèses, m'a posé problème aussi quand je suis arrivé au Maroc. Et c'est pour ça que j'avais passé quand je suis arrivé au Maroc, avant d'intégrer Jean-Jacques Rousseau, donc la mission française, il y a une période où je me suis retrouvé chez les sœurs. D'accord. Pendant un trimestre, parce que justement, l'école belge n'était pas reconnue à 100% au niveau du système français. D'accord. Donc, ce qui m'a obligé par la suite justement à passer un test avant d'être accepté. D'accord. Donc, avant que tu atterrisses atterrisses à Jean-Jacques Rousseau, tu avais déjà passé un test, etc. Okay. Ouais, clairement. Et ils avaient accepté mon frère avant moi. Qui était un peu plus âgé que toi, qui a 3 ans de plus que moi, exact. Lui, il avait accepté directement. Lui, il est arrivé, il était directement au collège. Et moi, ça avait pris plus de temps. Donc, du coup, j'ai passé un trimestre chez les sœurs où je n'allais que aux heures
de français. D'accord, Parce intéressant. que bien évidemment, je ne parlais pas un mot d'arabe. Ouais, Donc, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. C'est fou pour les gens qui te connaissent maintenant, mais quand tu es venu, c'est vrai qu'on ne parlait que français. Tu parlais pas arabe. Enfin, Ben tu non. parlais bonjour, shukran, Ben non, etc. et Mais voilà, et vite fait. Mais tu sais, beaucoup de gens ont un peu de mal à concevoir les choses, mais au Zaïre, c'est difficile. Enfin, je veux dire, quand tu remets les choses à leur place, va trouver quelqu'un qui parle arabe au Zaïre. ouais, C'est ouais, c'est difficile. sûr. Mon Est-ce père que avait tes fait. parents? Mes parents, ma mère n'est pas marocaine, donc Oui. déjà, pour parler avec elle, c'est compliqué. Mon père, oui, il rentre du boulot le soir, il est complètement éclaté. Il va pas te faire une leçon d'arabe. C'est certain. Et puis, je pense que c'était pas son truc aussi, déjà. À la Ouais, base. ouais. Il Et avait donc, fait à la l'effort. maison, vous parliez français? Que français. Que français. Que français. D'accord. Et il m'a mis. J'aime, hein. Il D'accord. y avait une mosquée là-bas, mais bon, c'est des Indiens Ouais, qui ok. tenaient le truc. Ok. Va apprendre l'arabe avec l'Indien, mec. Ouais, avec les plumes et tout, c'est pas facile. Non, je rigole, c'est de l'humour, c'est de l'humour. À tous les Indiens, represent. Voilà, donc du coup, c'était un peu compliqué. Je suis arrivé, je parlais pas un mot d'arabe. Est-ce que l'adaptation, dans tes souvenirs, est-ce que c'était difficile ou est-ce que c'était plutôt à l'aise? Parce que quand même, le système français au Maroc, c'est très francisé. Il y a pas. Écoute, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que j'étais pas si bon que ça en français, en fait. Notamment en orthographe. C'était pas tip top. Mais bon en maths, par Mais contre. j'étais très bon en maths. Ouais. Et en fait, le système belge, ils sont hyper axés sur tout ce qui est calculs mentaux et compagnie. Et c'est vrai qu'en maths, j'éclate et tout. En français, j'ai été... putain, qu'est-ce que j'étais nul, mec. Mais d'ailleurs, beaucoup plus tard, tu as fait spé maths. Ce qui est, on y reviendra, mais c'est assez intéressant. C'est vrai que tu avais toujours des facilités avec les maths. Donc, est-ce que ton arrivée au Maroc était, dans tes souvenirs, si tu devais juste les qualifier en un seul mot, est-ce que c'était compliqué ou plutôt simple? C'était génial, mec. C'était génial parce que c'est deux modes de vie totalement différents. Quand on était au Zaïre, on vivait hyper reclus entre nous. Tu sais, c'est la communauté des expatriés. Donc, on vit enfermés entre nous dans une concession. On n'a pas de contact avec l'extérieur et tout. Je suis arrivé au Maroc. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à circuler tout seul dans les rues, à me balader. Je vais chez mes copains viennent chez moi. Ça, c'est des choses... Bon, je recevais mes copains, bien sûr. J'avais mes copains de la concession, les gens qui vivaient avec moi et tout. Mais on ne sortait jamais à l'extérieur. Tu vois, c'est comme si on avait une mini-ville qui était à nous et on était enfermés dedans. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité, c'est ça? Ouais, clairement. Clairement. Donc, est-ce que toi, en tant qu'enfant, est-ce que tu sortais à l'extérieur de ce... Qu'avec tes parents? Ouais, qu'avec les parents. D'accord. Donc le système, la sécurité était déjà quelque chose d'assez houleux là-bas. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et les expats vivaient entre eux, on n'était pas mélangés avec les populations locales. D'accord. Au Maroc, j'avais pas ça. Au Maroc, c'était la liberté totale. Ouais. Donc je suis arrivé en 90, j'ai expérimenté une année. En 91, on est reparti. Ah, vous êtes reparti. On est reparti au Zaïre. Parce que quand je suis venu en 90, mon père était resté au Zaïre. On n'avait pas quitté le Zaïre. Donc je suis venu juste avec ma mère. Il y avait une guerre civile. Donc en 91, ça s'était plus ou moins calmé. On est reparti rejoindre mon père. Du coup, on nous a inscrits dans un lycée français à Kinshasa, au Zaïre. On a passé 3 semaines. Ça a repété. On est revenu. Pour de bon, c'était définitif. Voilà. Du coup... Non, c'était génial. Ouais. Honnêtement, je me rappelle que quand je suis reparti en 91... Tu t'es dit la mort dans l'âme, quoi. Tous les matins, je faisais un cinéma de ouf. Je disais tous les matins que j'étais malade. Je ne voulais pas aller à l'école. C'est pas possible, ça n'avait rien à voir. J'avais découvert la liberté, mec. C'était autre chose. Quoi. Ouais, écoute, super. Mais alors, ton papa est marocain, ta maman est portugaise, c'est ça? D'origine portugaise. Ouais. D'accord, super. Et donc, alors tu arrives au lycée Paul Valéry. Donc tu découvres le Maroc. Alors tu parlais que français, mais très vite tu as commencé à apprendre la langue, etc., etc. Et je me souviens qu'au bout de 1-2 ans, une année ou 2 années, tu étais vraiment. Tu as commencé. Alors ce qu'il faut expliquer à beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne sont pas marocains, c'est qu'on a un dialecte plus une langue classique.
et on y reviendra, je sais que ça va avoir beaucoup d'importance plus tard dans ta scolarité, mais c'est assez intéressant parce que le dialecte, c'est ce qu'on parle tous les jours, et le classique, c'est la langue officielle, c'est-à-dire dans les infos, à l'écrit, etc., administratif, etc. Donc, on arrive au lycée, on arrive à Paul-Va, au lycée Paul Valéry, et moi, mon souvenir de toi, c'est qu'on était super potes, mais très vite, tu es devenu assez populaire, assez in, de manière assez rapide. Alors, c'est vraiment pas pour te flatter, mais tu étais toi-même, je pense que tu le ressentais comme ça. Tu étais un peu la petite starlette du lycée. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça et comment tu le voyais, toi ? Écoute, je sais pas si j'étais la petite starlette, mais j'étais le petit gars qui était plus ou moins original. Pourquoi ? Parce que déjà, tu débarques d'un endroit exotique, on va dire. Personne ne sait même le situer sur la carte, quoi. Tu vois ce que je veux te dire ? Deuxièmement, il faut dire que j'étais un peu turbulent aussi, donc je mettais un peu l'ambiance. Ouais, c'est vrai. C'était pas méchant, mais c'était un peu le gars qui est toujours à taquiner, le petit taquin. Voilà. Je pense que c'est tout, voilà. Mais le fait aussi, moi je pense, avec du recul, que tu étais aussi sportivement, tu étais très très bon. Ça a joué. Ça a joué parce que déjà, on a beaucoup plus de facilité à remarquer celui qui arrive le premier au cross que celui qui arrive, comme moi, le premier, mais de l'autre côté. Donc, j'étais pas le premier de l'autre côté, j'étais pas si mauvais que ça, mais c'est vrai que j'arrivais parmi les derniers. Je me souviens, un prof, Monsieur Moussan, qu'on salue s'il nous regarde. Qui est mon voisin, d'ailleurs. Qui est ton voisin ? C'est super. Ouais. Ah ouais, ok. Et qui m'avait dit un jour, Jawad, est-ce que tu fermes la boucle ? C'est-à-dire, il était en vélo, il fermait, tu sais les trucs. Il m'a dit, est-ce que tu es en train de fermer la boucle ? Ouais, ça c'est du beau sang, mec. Est-ce que tu es le dernier, couillon ? J'ai dit, ouais, je ferme la boucle, c'est bon. Tu veux que j'éteigne la lumière ? Je ferme la boucle. Ouais, écoute. Mais toi, tu étais le premier. Et donc, je pense que ça a aussi aidé. Ouais, c'est sûr. Et donc, ton expérience du lycée, j'imagine qu'elle a été un peu différente des autres. Tu étais celui qui venait d'un pays... Alors, je sais qu'on en a rigolé un peu au début, mais c'est vrai que tu venais d'Afrique, pour nous, et tu parlais que français. Donc, pour nous, tu faisais partie... Alors, il y avait beaucoup de Français au lycée, il y avait beaucoup de... Voilà, mais tu étais celui qui était pas français, mais francisant, qui venait d'un... Mais surtout, même... Beaucoup plus tard, je sais que ces performances athlétiques, tu les as gardées même jusqu'à la fin. Et donc, tu as choisi quoi comme branche ? Alors, je sais qu'on a eu un parcours tous les deux qui était très similaire. Un parcours, comment tu qualifierais tes études, ton parcours éducatif, on va dire ? Pas chaotique, je sais que c'est pas chaotique, mais je sais qu'on était moyen-moins, on va dire. Écoute, oui, on était moyen, moi, c'est clair. Si tu te bases sur un système conventionnel au niveau des notes, oui, effectivement, on était moyen moins. Tu es moyen moins aussi parce qu'à côté, tu as une vie sociale, tu l'as dit, tu fais beaucoup de sport, donc les week-ends aussi, tu te consacres énormément au sport. L'AS, tu faisais beaucoup ça aussi. Moi, je faisais tout. L'AS, c'est-à-dire que... Je me souviens que tu jouais avec les grands au foot. Je jouais avec les grands au foot. Je jouais le samedi avec les profs au foot. L'AS, à un moment donné, on était un groupe de 3-4 où on faisait... écoute, on commençait l'AS à quelque chose comme 13h de l'après-midi par AS handball. Ok, on finissait le handball, on faisait le foot. On finissait le foot, on était inscrit au basket. Et on est arrivé au moment, tu sais, où il y avait les compètes interlycées et compagnie. Ben, on était sélectionnés dans les trois. On était sélectionnés pour l'équipe de basket, de handball et de football. Ouais, et donc, bien sûr, tu choisissais un celui qui te plaisait le plus. On partait forcément au foot. Mais est-ce que tu penses que le lycée Paul Valéry et les lycées français en général... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des systèmes éducatifs où ils cherchent à avoir 100% de réussite.
Mais c'est quoi le prix de 100% de réussite au bac? C'est-à-dire qu'ils vont mettre la barre très très haut. Et donc, cette barre, elle va faire en sorte que tous les élèves qui sont moyens moins, ben, ils vont essayer de les sortir du système. Donc, moi, je me souviens qu'on m'avait proposé... je sais que c'est débile maintenant, mais on m'avait proposé STT. Et je me suis dit, waouh, on ne m'a pas proposé BEP. Parce que, alors, BEP, au Maroc, c'est le tocard du tocard. C'est le tocard du tocard. C'est-à-dire, tu vas faire atelier menuiserie, et tu vas partir en Médina. Mais tu vois, je vais nuancer un peu tes propos parce que ça, c'est un raisonnement aussi qui est très, très, très propre à Paul Valéry. Quand tu prends toutes les missions françaises au Maroc, dans toutes ces missions françaises, tu en avais une qui était plus ou moins reconnue comme étant l'élite des missions, et c'était le lycée Paul Va, qui sur toutes les missions avait le meilleur taux de réussite au bac. Ouais, on avait 100%. Et qui avait un système qui était assez, comment dire, militaire. D'ailleurs, ça a été imposé aussi à une époque. Tu te souviens sûrement du proviseur adjoint, Fournier. Ouais. Qui lui-même, donc quand nous on est arrivé, c'est l'époque où nous on est arrivé au lycée, donc on passait du primaire au collège, même pas au lycée, donc Fournier c'est 6e, 5e, vraiment premières années. Mais il a fini comment Fournier? Bon, après on en parlera. Bon, il n'a pas très bien fini, ça c'est clair. Mais ça n'empêche qu'il avait quand même instauré un régime plus ou moins militaire. C'était limite un lycée militaire où effectivement tu n'avais pas le droit de sortir des rangs, tu n'avais qu'une seule alternative, c'était d'être brillant. En termes de, comment dire, après la seconde, quand tu devais faire un choix de spécialisation, ben, c'était très limité. Tu avais les 3 choix généraux, économie, scientifique et littéraire. À aucun moment, on ne te parlait des autres filières. STT, malgré tout, tu en parlais à l'instant, c'était présenté comme un échec. Parce que tu devais prendre tes valises et tu devais partir à Casa ou à Rabat pour faire STT. Et tu étais considéré à 15, comme 16 ans. C'est pas évident pour une famille de Meknes d'envoyer son gosse. Ben oui, mais tu étais le pestiféré de la classe. Enfin, je veux dire, tu as complètement craqué, on t'envoie en STT. Tout à fait, c'est l'échec. Et effectivement, celui qui avait BEP, alors là, lui, carrément, lui, c'est le tocard des tocards. Lui, c'est un bouffon. Quoi. Lui, mais avec du recul, comment est-ce que tu vois STT et BEP? Ben, écoute, je vais te dire, sincèrement, je pense que la STT ferait énormément de bien à Meknes. Énormément. Énormément de bien. Au Maroc en général. Je pense que ce discours élitiste de nous, on a 99% de scientifiques, d'économie, de trucs. C'est de la connerie. Mec. Tout à fait. C'est de la connerie. Le BEP, d'ailleurs, tu vois en France, on a énormément de filières. C'est une filière qui est hyper développée. Tu as des BEP dans tous les domaines. On en a besoin. C'est plus ces artisans, ces gens qui travaillent le manuel et tout. Il faut bien qu'ils se forment quelque part. Et c'est à ça que ça sert. On a plein de copains, toi et moi en commun, qui ont fait des STT. Et qui s'en sont très bien sortis. Moi, si je qui ont fait de meilleures études que moi à la fin. Tout à fait. Par la suite. Tout à fait. Donc, je veux dire, te prendre la tête avec un bac ES, un bac S, un bac connerie, je veux dire, sur le papier, c'est cool. Mais d'ailleurs, même au lycée, on nous disait, désolé, madame, votre fils, on va devoir lui donner une STT. Déjà, on le présentait comme, on est désolé, il a le cancer. Exactement. Tu vois c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Exactement. Alors que les branches sont... Mais est-ce que tu penses que... Alors, par hiérarchie de prestige, S, c'était ce qu'il y avait de plus prestigieux. S, c'est pas ce qu'il y avait de plus prestigieux, mais c'est ce qui t'ouvrait le plus. Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on te vendait le projet. Voilà. Mais est-ce que c'est réellement plus prestigieux que la L ou la ES? Tout à fait. Moi, je te dis comment on nous vend le projet. Mais après L, on avait combien de L? On avait 4. Tu te disais, ah ouais, ça c'est Adil, S, celui qui fait L, celui qui fait L. On en avait 3 ou 4, exactement, etc. Qui suivait une grande partie de tronc commun avec les ES économiques. Écoute, au final, je ne sais pas s'il y a 2-3 jeunes qui regardent ou pas, mais au final, S... Oh, on a 6 personnes en tout, donc je pense que le quota est respecté. Ça devrait le faire. Non, ce que je veux te dire, en fait, S, dans le système français, et encore, et tu nous en parleras avec peut-être la comparaison avec le système américain, ça, c'est intéressant mais aussi. Dans le système français, S, c'est peut-être la branche qui t'ouvre le plus de portes post-bac. Ouais.
tu vois. Ouais. Tu as la possibilité d'aller En vers France, des en tout cas. filières scientifiques, économiques et limite même littéraires. Tu peux tout faire, en fait. C'est le Avec un joker, bac S, quoi. tu peux tout faire. C'est le joker. Avec un bac ES, tu peux pas faire médecine. Ouais, Tu peux pas aller en école d'ingénierie. tout à fait. Avec le bac L, tu as encore moins de portes. C'est encore pire. Mm. Alors, STT, mon pote, Ah ouais, c'est... soit tu dois passer par des tremplins, des concours, des conneries, des ceci, des cela, c'est un peu plus compliqué. Yeah. Oh, ok, alors, ce qui a aussi beaucoup marqué Alors, les débouchés, c'est... Tu sais, moi, ce qui est bizarre, c'est que... je voudrais aussi parler, alors c'est pas ce que j'avais prévu, mais les lycées hors lycée. Est-ce que tu es d'accord qu'il y avait un petit peu de communautarisme par rapport au... Ça, c'était un hors lycée. Ouais, carrément. Le public. Carrément. Le public était perçu comment, à tes yeux? Mec, ils étaient perçus comme les clochards. Ah, c'est des... Mais moi, ce qui est super intéressant, c'est que mes frères... Étaient dans le système on public. fait Donc, je rentre à la maison et ce que j'entends, le discours que j'entends au lycée et le discours... Et ce que je vois dans la vie réelle, je me dis, ah ouais, donc ils ont l'impression que c'est des monstres, qui mangent les gens, alors que, mec, mes frères sont... Je rentre à la maison, bonjour, ça va, je veux dire, ça se passe très très bien. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Paul va c'est un lycée privé, le seul lycée privé un peu élite à Meknès, dans une petite ville, c'était nous contre le reste du monde. Et je me souviens, un mec qui traîne avec les hors-lycées, on les appelait les hors-lycées, ce qui est ridicule. Mais non, bien sûr, avec du recul, c'est plus facile de dire ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait nous contre les autres. Ben, pourquoi ? Parce que, à l'époque, tu sais, on était, je pense, la seule école privée. Ouais. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, le panorama il a totalement changé. Ouais, tu as des les écoles privées à tous les partout. coins de rue. Ouais. C'est un business très très lucratif parce que il n'y a plus autant de différences. Je pense qu'Internet, je pense que tout ça, ça a réduit les différences qu'il y avait entre les gens. Nous, on avait plus ou moins une éducation élitiste, dans le sens où on avait accès au français. Et je pense aussi que le fait que dans les écoles, pour les hors-lycées, donc, il y avait aussi cette barrière de la langue. Moi, personnellement, ne maîtrisant pas l'arabe aussi, c'était un peu difficile pour moi de communiquer avec les hors-lycées, c'est clair. Et les hors-lycées avaient aussi cette image de nous comme étant les petits enfants. On nous appelait Oulad Danon. Exactement. Tu vois, le petit fils à papa. C'est vrai qu'il y avait un peu d'hostilité d'un côté comme de l'autre. Bah oui, c'est vrai. Clairement. Mais moi... alors à la maison, il n'y avait pas tellement ça parce que mes frères me connaissaient. Alors forcément, on est ce qu'on ne connaît pas. C'est le schéma classique. Mais c'est vrai qu'ils ne nous connaissaient pas. On les connaissait peut-être un petit peu moins. Bah oui. Et donc voilà. Mais tout à fait. Alors moi je trouve. Mais plus on a grandi, moins cette différence, c'est. Bien sûr, elle était prononcée. C'est très valable. Ouais, c'est très valable quand on est jeune, je pense. Mais une fois qu'on a intégré le lycée, qu'on a, je pense, d'ailleurs 17 ans. Très vite, on traînait nous souvent, toi et moi et beaucoup de potes. On traînait dans un endroit qu'on ne citera pas, mais qui nous reconnaîtra, Kamel. Big up, Kamel. Kamel Bou. On a traîné très souvent avec les hors-lycées. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on était un peu VIP ? Clairement. On était VIP, mais ça c'est clair. Qu'est-ce qui te rend VIP aussi, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui te rend VIP ? Peut-être. Est-ce qu'on avait plus de sous que les autres ? Pas forcément, pas toujours, mec. Pas toujours. Pas toujours. Et je pense pas que ce soit l'argument premier. Je pense que voilà. L'impression qu'ils avaient de nous. Ce soit le fait qu'on soit plus ou moins in, et puis que effectivement la communauté de gens qui venaient de Paul Valéry et qui fréquentaient ce genre d'endroit n'était pas très développée non plus. Ouais, c'est vrai. Donc la rareté fait aussi le truc, tu vois. Et je pense que ça nous a énormément servi. Ouais. De un, ça nous a permis de nous ouvrir sur le reste du monde. Il n'y a pas que Paul Va, il n'y a pas que la mission, il n'y a pas que le micro-univers. Et ça nous a permis d'apprendre énormément de choses. Tout à fait, nous ouvrir au monde réel. Ah ouais. Mais ce que tu gardes Alors, après, tout de suite après, on va parler un petit peu, si tu le permets bien sûr, de la manière dont on a
préparer le bac. Parce que c'est une manière assez atypique. Clairement. Mais avant ça, je voudrais parler du fait que... Comment est-ce que tu percevais les profs au lycée ? Est-ce qu'ils étaient un peu hautains ? Est-ce qu'ils étaient au lycée et avant au collège aussi ? Moi, les souvenirs que j'ai, c'était parfois, avec du recul, je me dis « Ah ouais, ce prof, il m'aurait dit ça maintenant ? Ah ouais, j'aurais jamais laissé passer ça. Ah ouais. Jamais. J'aurais fait excusez-moi, un putain de scandale. Ouais. Un prof qui te dit Monsieur Do, pour pas le citer, que j'embrasse d'ailleurs très fort sur le coup, qui disait, mec, mais parfois, je me rappelle des trucs, il me disait, ah ouais, mais on était comme des lapins, tu vois, on disait rien. Ah ouais, on disait rien. Par exemple, je me souviens, il nous avait dit, bah ouais, le préfixe privatif, comme dans Afrique, ben pas de fric. Enculé. Il disait par exemple à Saucé, que je cite, je pense que ça lui fera plaisir, même si l'anecdote n'est pas ouf, mais on parlera bien de toi tout à l'heure, t'en fais pas. Il disait, est-ce que Saucé a compris ? Donc tout le monde a compris. Oui, monsieur. Il disait, bon, si Saucé a compris, tout le monde a compris. Mec, c'est super humiliant. Enfin, mais à la base, nous, on rigolait. Monsieur. Million mais réaliste. Big up. mais avoue que non, je rigole. On ne laisserait pas passer ça. Clairement. Donc, est-ce qu'il y avait un petit peu de... Est-ce qu'il y avait le français qui était sur un piédestal, le prof français qui était un piédestal par rapport au Marocain ? Je pense qu'on avait toujours, dès que l'esprit colonialiste, déjà, ouais. Il était toujours présent. Et je pense que aussi... parce que ça, c'était beaucoup plus présent à Polva. Tu l'aurais moins vu peut-être à l'IOT, tu l'aurais moins vu à Descartes, dans des structures qui sont beaucoup plus grandes. Et on en revient au côté élitiste de Polva, justement. Ouais. Dans une petite ville, c'est le mont Everest dans la petite ville, la petite bourgade. Exactement. Je pense que ça a beaucoup joué. Et d'ailleurs, tu parlais de notre parcours tout à l'heure. Tu disais pas... Moi, c'est une des choses qui a fait que je n'ai pas été très réceptif aux messages qu'on m'envoyait. C'est que, écoute, l'approche n'était pas bonne, justement. Je pense que c'était trop... L'approche des profs, tu veux dire ? Oui, la majorité. Il y a des profs qui m'ont énormément marqué. Et on en parlera tout de suite après, c'est intéressant. C'est pas le côté sévère, c'est pas parce que tu es sévère, c'est pas parce que tu es dur ou quoi, parce que j'ai des profs qui étaient extrêmement durs et... Alors, tu penses à qui ? Prof d'éco. Josette Burnanagi. Écoute... Extraordinaire. T'en as pas deux comme elle. Extraordinaire. Qu'on embrasse vraiment, sincèrement. Et on a tous les deux fait ES. Nagy était notre prof principal. J'ai envie de dire super dur. En cours, tu sais, elle nous a formés en économie, mais aussi en autre. Quand on venait comme ça, elle nous disait redressez-vous, etc. Mais merci, j'ai envie de dire merci de nous avoir remis dans tu sais, il y a une bonne intention derrière. Et quand il y a une bonne intention derrière, tu peux tout dire. C'est ça la différence, parce que tu vois, on a eu des CPE, on a eu des conneries, mais tu sentais que les gars, ils étaient plus là dans la... Ils étaient là pour sévir, ils étaient là pour punir. Moi, un CPE, c'est quoi son rôle ? C'est de pouvoir discuter avec lui. Il va te parler des différentes débouchés, il va te parler de ce que tu peux faire. Il va voir par rapport à ton profil, par rapport à tes résultats, par rapport à ce que tu donnes. Il va te conseiller, il va t'informer. Mec, nous, à chaque fois qu'on allait chez le CPE, c'est parce qu'on avait fait des conneries. Parce qu'on devait se faire remonter les bretelles et parce que, voilà. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu une interaction. Il n'y avait pas de connexion, de vraie connexion avec elle. L'autre, elle était peut-être sévère. Madame Nagy était sévère, certes. Et on entendait une mouche voler en classe. Ah ouais. Il n'y a personne qui faisait de blagues. Moi qui étais plus ou moins turbulent, putain, je faisais chier les profs, quoi. Mais avec elle, je ne bougeais pas. Et j'avais un respect pour elle qui était énorme. Pourquoi ? Parce que justement, elle était dure, elle était sévère, mais son intérêt premier, c'était toi. C'était toi. Et ça, c'est important, c'est sûr. Au lycée, au bac, j'avais eu une très bonne note en éco. Et c'était grâce à elle. Ouais. Et crois-moi que pendant toute l'année, pendant mes 2 ans d'éco, je n'avais jamais eu ma note du bac, je ne l'ai jamais eu en contrôle continu. C'est sûr.
Parce que, alors, il faut savoir aussi qu'on était corrigé par d'autres profs et pas elle, le jour du bac. Donc, son niveau, elle nous mettait à un certain niveau, un certain standard. Voilà, tu cites l'INSEE, etc. D'après l'INSEE, en 1900, il faut, voilà, ça, c'est des règles, il faut les faire. Et quand tu le faisais pas, elle te taclait, mais maintenant, au moins, tu te souviens qu'il faut dire d'après qui, tu cites quoi, tu cites d'où. Donc, elle nous a appris une rigueur et qui nous a servi le jour du bac, quand on corrigeait nos copies, il y avait une structure, il y avait quelque chose, quoi. C'était pas du vent. Exact. Alors, maintenant qu'on a cité Naji, je voudrais juste, Madame Naji, excuse-moi, avec tout le reste, 38 ans, mais quand même, Madame Naji, il faut pas déconner. C'est une dame. Tout à fait. Et on avait, alors, on va parler du bac. Alors, le bac en 2003. On a passé un bac où toi, moi et Saucé, Omar Saucé, on avait décidé de le préparer ensemble. Alors, il faut savoir qu'on avait tous un niveau 10 pétante. C'est-à-dire qu'on pouvait basculer d'un côté comme de l'autre très très facilement. Ce que je vais citer, c'est d'abord qu'il y a des épreuves le jour du bac, mais il y a aussi des épreuves bac continu. Comment on appelle ça? Je me souviens. Contrôle continu. Contrôle continu. Donc il y avait des trucs de contrôle continu, notamment le sport. Alors j'ai cité que toi, tu étais un grand sportif, mais sans révéler le résultat final, etc., du bac. Le jour du bac, alors le sport, on avait, je me souviens, des groupes de sport. C'est-à-dire, on n'avait pas ce qu'on voulait. On avait, par exemple, le foot. Si tu aimes le foot et de l'athlétisme, on avait badminton avec. Non, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, en sport, on était évalué sur 3 trimestres. Ouais. Et ta note du bac était ta moyenne des 3 trimestres. Des 3 trimestres. Ok. Donc, tu choisissais effectivement tout au long de l'année un package, on va dire, où tu avais différentes disciplines. Et donc, dans le package, tu as certainement un truc que tu détestes, que tu n'aimes pas, du style badminton, du style ping-pong, du style... Bon, moi, personnellement, moi, je taquinais plus ou moins tout. Ouais, ok. Donc, moi, j'avais pas de problème par rapport au sport. Donc, tout me convenait plus ou moins. J'ai choisi ceux où j'étais le truc où j'allais théoriquement être le plus performant. Le plus performant. Tu as choisi, et je me souviens, on avait athlétisme. Athlétisme, exact. Athlétisme, on avait 100 en hauteur. Alors, on avait le saut en hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, tu sais, je vais te dire. J'y ai repensé très souvent. En fait, tu l'as dit, on était niveau 10 pétante. Ouais. Ok. Mais toi, athlétisme, tu étais moi, le sport, large. C'était quelque chose qui devait me rapporter un max de points. Voilà. Est-ce que tu avais trop de pression ce jour-là? Et je pense que voilà, c'est ça. Je pense que j'ai mal géré la pression. J'ai toujours été très très bon en sport en général. Hauteur, et même en saut en hauteur, en athlétisme. Tu sais, on avait une compète en athlétisme, les Olympiades qui nous faisaient un truc tous les ans. Ouais, tu pétais tout. Je pétais tout, j'étais tout le temps. J'ai toujours mes coupes d'ailleurs. Ouais. Moi aussi, j'ai mon pote qui a toujours ses coupes. Si vous avez besoin de voir des coupes, j'ai mon pote qui a des... Donc du coup, voilà. Alors je raconte rapidement ce qui s'est passé ce jour-là. Alors ce jour-là, on a des compètes, on a l'athlétisme, le saut en hauteur. Saut en hauteur, Magid est plutôt bon. Alors le prof, il nous dit avec quel niveau tu veux commencer, quelle hauteur tu veux commencer. Donc si tu commences trop bas, tu pourras monter, mais tu ne pourras pas monter très haut. Donc il faut commencer à un niveau où plus ou moins tu es moyen et pour pouvoir monter, etc. Faire un essai, 2 essais, etc. Bon, les gens qui font de l'athlétisme me suivront, les autres, tant pis pour vous. Mais donc on commence tous avec un niveau moyen. Et à l'époque, c'était même pas la barre, parce que parfois on se faisait mal. Et donc on avait un élastique. Et donc, premier niveau, moi je suis assez grand de taille, pom-pom. Vraiment, je l'enjambe, c'est facile, pom-pom. Et 80% des gens, facile. On passe, hop, un peu plus haut. Là, c'est, ok, on l'enjambe un peu plus, il faut courir quand même, il faut mettre un peu de rythme, etc., un peu de timing, etc. Boum, tu l'enjambes sans problème, tu tombes sur le truc, voilà, tu roules un peu, facile. Là, on monte à un niveau plus haut et c'est le niveau où Magid a décidé de commencer. Donc, c'est un niveau où il y a déjà 50% qui est éliminé. Donc,
des gens qui sont pas très athlétiques, etc. Et honnêtement, ils comptent pas du tout sur le sport pour avoir leur mention, etc. Et on est sur un niveau donc moyen, mais gérable. C'est-à-dire, si j'arrive à le sauter, c'est que Majid clairement arrive à le sauter. Alors, Majid fait son premier essai, il le chope, il le rate. Et là, il y a un peu de chuchotement. Majid a raté son premier essai, il fait son deuxième essai, c'est bon, il passe. Mais là, les gens disent « Ah, quand même, il a raté son premier essai, putain, c'est bizarre. » Hop, on monte un peu plus haut. Là, ça devient un peu plus challenging. Donc, il y a à peu près 40% des gens qui sont encore dans la course. Premier essai, Majid, il le rate. Deuxième essai, Majid, il le rate. Et les gens commencent à chuchoter. Et nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, Majid, super, tout le monde le connaît au lycée, etc. etc. Donc, Majid. Et lui, il dit « Fermez vos gueules. Ça t'a emmerdé. De ouf, Ça t'a emmerdé de ouf. Et tu nous as dit, bon, fermez vos gueules, c'est la version light. Il nous a dit un truc beaucoup plus gore. Il nous a dit un truc beaucoup plus gore, pour le coup en arabe. Bon, qu'on répétera pas à l'image. Alors, travaillé mon arabe. Et il a sauté, il a réussi à sauter le truc. Mais je sentais que c'était pas bon, ça, c'était pas son jour. Ensuite, là, le prof, pour être encore plus vicieux, il nous dit, à partir de là, vous avez la moyenne. Ou un truc comme ça. À partir de là, vous avez... les gens qui ont raté, là, vous avez 8. Et les gens qui ont raté ce niveau, etc. Donc, on était encore assez bas. On continue à sauter. Majid rate le premier, rate le deuxième. Bon, on va pas faire traîner le suspense. Il rate le troisième. Et certaines personnes... tu les aurais même pas regardés, ils ont réussi à sauter le truc que toi tu as raté. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc le grand stress, il y avait trop de pression sur ce sport, sur le sport que tu avais toujours excellé. Ouais. Tu avais toujours excellé. Ah ben bien sûr, il fallait que je ramène un max de points. Tu sais, il y a des matières, c'était évident que j'allais complètement craquer dessus. Il fallait que je gratte des points. Le coefficient du sport n'est pas super élevé, donc il te faut un max de points. Bref, il me fallait un 17 ou un 16 minimum en sport pour pouvoir envisager la suite, quoi. Ouais. Ça m'a mis un max de pression. Bon, écoute, je t'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, on peut pas de toute façon, et jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça injuste, sincèrement. On t'a noté à un instant T. Parce que je sais que tu es parti, je t'interromps, excuse-moi, tu es parti voir le prof. Je suis pas parti le voir direct. Je suis pas parti le voir direct. Parce qu'au début, tu as trouvé ça injuste? Non, quand est-ce que j'ai trouvé ça injuste? Parce que sur le coup, le prof ne te donne pas ta note. Toute l'année, j'éclate tout. Le jour où je me rate, tu vas juger que le jour où je me rate. Sur le coup, le prof ne te donne pas ta note. Ok. Et je me rappelle justement ma note. Qui c'est qui m'a annoncé ma note de sport? C'est Josette, Madame Nagy. Elle me l'avait annoncé et je me rappelle, putain, la baffe que j'ai pris. Parce que du coup... C'était quoi ta note? C'était un 8, un truc comme ça? Il m'avait massacré. Il m'avait complètement massacré. Et avec les 2 trimestres d'avant, il m'avait mis quelque chose comme un 6 ou un 5 ou un 6. Et avec les 2 trimestres d'avant, ça me faisait tout juste arriver à 10 en sport. Donc ça te fait ni perdre ni gagner. Le sport ne me faisait pas gagner le point. Et ça m'a terrible fait péter les plombs. Du coup, je suis parti voir le prof, mais pas pour lui parler, pour lui exprimer le fond de ma pensée. Moi, j'étais avec toi, je suis exactement où j'étais. Et tu m'as dit, il est là, je vais chauffer. Ah non, mais parce que putain... Je vais chauffer. C'était injuste. Parce que tu sais, tu connais la personne à qui tu t'adresses. Ouais, tu sais que cette personne en a besoin. Après, tu me diras peut-être que c'est pas fair par rapport au reste des gens qui, effectivement, ont performé tel jour. Je le conçois tout à fait. Mais c'est pas fair par rapport à moi non plus que tu sais que je suis... borderline. Ouais, tu en as vraiment besoin. J'en ai besoin. Et puis tu es bon, donne-lui son truc, quoi. Putain, ne me pénalise pas, t'es en train de me... Et ça a contribué, je pense, au fait que je foire mon bac au final, quoi. Ça alors, a grandement joué. Une grande partie de ce qui a foiré ton bac, mais juste avant, je voudrais reparler d'une petite anecdote de profs qui ont compté pour nous. Je suis pas sûr de pouvoir citer son nom. J'espère pouvoir garder ça, mais honnêtement, ça reste entre nous. En général, on garde tout. Enfin, en général, tout le temps, on garde tout. Et donc, je vais garder ça. Mais vraiment, c'est Madame Nagy. Pas Madame Nagy, excuse-moi, c'est Madame Rami. Elle, c'est autre chose. Elle, écoute, c'est un truc je vais te dire un truc.
Je suis pas sûr de pouvoir le dire, pour être franc. Mais je vais le dire quand même et on va le garder. Et Madame Rami, c'est quelqu'un qui aussi travaille avec le cœur. Avec le cœur. Plus avec les cœurs qu'avec les restes, je pense. Vraiment, elle nous aime. Ah oui. Elle nous aime oui. et elle nous comprend. Et quand elle te regarde, elle regarde au fond de toi. Ah oui. Et mec, je te cache pas que je suis un peu ému en parlant d'elle parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et prof d'espagnol, Madame Rami, qui un jour, je vais te raconter ça pour la première fois et je lui ai promis de garder le secret, mais je pense que là il y a du temps qui est passé, Madame Rami, j'ai eu le bac il y a quand même. Merci, grâce à vous, mais hablo espagnol también, no pasa nada. Mais un jour, je pars de l'espagnol et je parle plutôt bien espagnol. Je pars souvent en Espagne. J'ai mes frères, comme tu le sais, qui habitent en Espagne. Ma mère qui parle couramment espagnol. Mon père qui parle assez bien espagnol aussi. Donc l'espagnol, ça va à la maison, il n'y a pas de souci. Ma mère, quand elle veut nous parler à côté de quelqu'un et tout, elle nous dit no toca la comida, etc. Ne touche pas la bouffe, etc. Bref, donc en général, ça gicle, mais ça gicle en espagnol. Et donc mes premières classes, ça se passe très très bien. La deuxième année, on rentre dans les verbes irréguliers et tout, l'espagnol, quand ça commence à compliquer, ça complique bien sa mère. Et je commence à passer du 16 au 15, au 14, au 12. Et là, je rame pour avoir mon 12 et c'est super difficile. Et jusqu'au jour où je rentre dans un test, un examen. Et mec, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu ça. Parfois, j'ai des cauchemars de ça, où je vois la feuille, je sais répondre à rien du tout. Ah. Mec, tu sais que même à 38 ans, j'ai encore des cauchemars là-dessus. Je vois la feuille, je me dis, ok, c'est la niquer. Bon, alors on fait quoi là? J'écris mon nom quand même ou je l'écris Tu sais, l'astuce, tu écris pas ton nom, tu sors et tu dis que tu n'étais pas là. Bon, bref, je donne cette astuce, je dis ça, je dis rien. Et je vois la feuille et je me dis, nique sa mère, je suis super énervé. Excuse-moi du terme. J'écris mon nom. Je lui rends la feuille. Elle me dit, je veux te voir à la fin de l'heure. Elle m'a dit, tu pars nulle part, Nta. Et elle parle un peu arabe, mais elle ne veut pas le dire. Tout le monde sort. Et moi, je prends mon sac, je sors parce que je n'ai pas envie de lui parler parce que, encore une fois, ce n'est pas la prof qui va m'engueuler. C'est comme ma mère qui va m'engueuler. Et donc, je n'ai pas envie de ça. Je prends mon sac, elle me dit, tu restes là. Elle me dit, c'est quoi ce truc? Tu as écrit ton nom, quoi. Je lui ai dit, madame, j'écris mon nom parce que je sais rien, je sais répondre à rien du tout. Elle me dit, ah ok. Mais je comprends pas. Je t'ai dit, l'espagnol, si tu avais des acquis, si tu travailles pas, tu vas te foirer, etc. Tu vas te viander, etc. Je lui dis, c'est le cas, là, je sais répondre à rien. De toute façon, à la fin de l'année, elle m'a dit, à la fin de l'année, tu vas pas prendre espagnol encore en seconde, ou je sais pas quoi. Je lui dis, non, c'est bon, l'espagnol, c'est fini pour moi. Elle m'a dit, ok. La première, elle me lit la première question. Tu répondrais quoi? Je dis, je répondrais que dalle. Moi, si je savais répondre, j'aurais répondu. Elle me dit, ok. Comment on dit manger au passé? Je sais pas, un truc comme ça. Je lui dis, manja? Je sais pas. Elle me dit, manja. Ok. Écris. Prends le stylo. Et elle me donne toutes les réponses. Elle me dit, la première, ran. Elle me dit, deuxième question, lis-moi la question. Je lui lis la question. Elle me dit la réponse. Je lui dis, je sais pas. Elle me dit, voilà la réponse. Elle me donne toutes les réponses. Elle me dit, si tu parles de ça à quelqu'un, je te tue. Tu parles pas de ça à ta copine, ton copain, ta maman. Tu parles de ça à personne. C'est-à-dire, cette conversation, elle n'a jamais existé. Je lui dis, elle n'a jamais existé. Mais je vais avoir 20. Elle me dit, te fous pas de ma gueule quand même. Je vais te donner un petit truc, tu vas passer ton année et tu vas dégager, plus jamais je te revois. Et elle m'a fait promettre ça. Et j'espère qu'elle m'en voudra pas si elle nous écoute. Et j'espère vraiment qu'elle nous écoute. Mais ce geste-là, il n'y a qu'une mère qui peut te faire ce geste-là. Moi, tu sais incroyable. Ce qu'elle a fait pour moi. Incroyable. Tu sais, quand moi j'ai mon premier bac, donc avec toi, le prof d'arabe m'avait vendu du rêve. Oui, voilà, justement, je voulais en parler. Et j'ai choisi l'arabe. Donc j'ai passé l'arabe au bac. Toi, tu faisais jusque-là, tu faisais l'arabe avec les Français, les étrangers. Voilà, exactement. Donc moi, grosso modo, je faisais de l'arabe dialectal. Ouais. Ok. Quand j'arrive au bac,
Mon prof d'arabe. On te dit, tu es marocain du Maroc, donc tu passes le bac Non, marocain. j'avais le choix parce que j'avais choisi espagnol exprès en seconde. Je me suis tapé 3 ans d'espagnol exprès pour pouvoir justement passer l'espagnol au bac et ne pas passer l'arabe. C'était mon plan de carrière, soi-disant. Ok. On arrive au moment où il faut choisir. Le prof d'arabe vient, il me bouffe le cerveau. Il me dit, écoute, tu parles l'arabe, un truc de ouf. C'est un examen à 2 balles. Ils vont te poser 2-3 questions. Tu vas lui répondre. Tu vas avoir une Ils note t'ont de dit, ça va malade. être du dialecte. Ça va être dialectal, c'est de l'oral, il n'y a pas de problème. C'est vite fait, c'est une formalité. Bon, ok, je me dis, écoute, c'est parfait. En espagnol, on faisait des textes, des conneries. C'est un bac français en espagnol. Je me disais, bon, si je peux déjà m'enlever ça, c'est pas mal. Ouais. Donc, je choisis l'arabe. Ça s'est pas très bien passé. L'année d'après, forcément, je prends espagnol. Mais l'année d'après, quand j'étais pas là, c'est-à-dire. Ouais, exact. Mais attends, l'épreuve du bac, on m'a dit, déjà tu étais super énervé. Même moi qui étais ton pote de chez pote, je t'ai pas parlé, etc. Mais on m'a dit que quand tu es parti passer l'oral, tu leur as dit, Non, tu as foutu le bout. Ça, Non, on est parti passer l'oral à Descartes. Non, pour que je les gens sachent. t'explique. J'ai passé 2 oraux à Descartes. J'ai passé l'oral d'arabe. Tu leur as dit, moi, je suis pas supposé passer ça, c'est quoi ces Écoute, conneries, etc. quand moi je remplis mon dossier, on me dit tu vas aller, tu vas parler. Hmm. C'est de la foutaise. On te donne un texte en arabe. On m'a même pas dit qu'on allait me donner des textes. On m'a même pas parlé de textes. On m'a dit D'accord. tu vas aller, tu vas discuter avec l'examinateur. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es dit, ça va, je gère. Et quand on t'a donné le C'est texte, de tu t'es l'oral, dit, voilà. Laisse tomber. 3 semaines avant le bac, tu as mon prof d'arabe qui vient, qui me dit écoute, il y a un changement de programme. Il y aura ça va des pas se textes, passer il y aura comme des ça. trucs. Il me dit c'est des textes. Tu dois faire une étude de texte en arabe. C'est là où le prof d'arabe, alors monsieur Lazili, que je remercie et que j'embrasse aussi, nous a à un certain moment, alors je sais que tu as une opinion un peu différente de la nôtre, mais Omar Sossi et moi, et toi, on a l'année du bac, je voudrais en parler 2 minutes, on a décidé premièrement, le prof d'arabe nous a dit, écoutez, je veux vraiment que vous passiez le truc, Nta, Majid ou Omar, vous allez me retrouver dans un café qui s'avérait être en face de chez lui, qui était un peu loin. On prenait la voiture, on partait 9h du matin. On arrivait tout le jour avec 20 minutes de retard, peu importe. On arrivait et le prof nous donnait des cours particuliers gratos. Et non seulement gratos, mais il nous payait le petit-déj. Et le petit-déj, nous, à 3, on était peut-être un peu inconscients, mais le prof qui touche pas des masses, on prenait, on se faisait plaisir. On prenait pas le petit café à 8 dirhams, on prenait le panaché à 22 dirhams, on prenait les petits pains fourrés, on prenait les trucs, et ils nous donnaient des cours. Alors, je me souviens un jour, il se tourne vers nous. Alors moi et Omar Sossi, on faisait OIB, c'est-à-dire Cheb Doulia pour les gens qui je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est-à-dire Option internationale. C'est l'option internationale, c'est de l'anglais, c'est de l'arabe vraiment renforcé avec le mot laqat, etc. Tu vois, de la poésie du 4e siècle, etc. Des trucs super corsés. Et Majid, il était à côté, donc nous, il nous disait, écoutez, bon, je vais m'occuper de Majid. Alors Majid, قرالي هاد النص. Et désolé pour les gens qui comprennent pas l'arabe. قرا لي هاد النص وانتوما بون قرا لي هاد النص وفاش توصل فاش تسالي قولها لي. ودار المجيد قال له دار لنا قالنا voilà vous les gars alors voilà alors est-ce que vous m'avez préparé ça bien sûr que non alors voilà il faut l'introduction vous devez faire ci essayez de faire ci essayez de faire ça voilà l'ard vous devez parler à chaque début de paragraphe vous exposez l'idée ensuite vous l'expliquez etc et à la conclusion n'oubliez pas de dire voilà et donc il se tourne et Majid lui dit Oustad c'est bon j'ai fini je dis ah bon tu as fini tu as lu le texte كامل قال له كيفاش كامل قلت لي اقرا النص قال له كيف Et lui, Omar, moi j'étais concentré sur mon truc et Omar il me touche du pied, il me dit d'où ماجد قال له قرا غير النص قال له كيفاش صديقي قريت النص واش قريتي النص كامل قال له لا كيفاش النص كامل قلت لي قرا النص وقرات النص كيفاش نقرا النص كامل Majid avait lu النص donc la moitié voilà donc c'était pour voir un peu voilà l'idée. Écoute ça explique bien le niveau d'arabe. Voilà ça montre bien le niveau d'arabe. Alors tu pars au bac, on te dit voilà il faut lire des textes etc. donc tu t'en sors pas. Écoute,
On a passé le bac français. Ouais, j'ai parlé toute ma vie, j'ai parlé français. Depuis que je suis né, je parle français. Je suis tout à fait d'accord. Le bac français, déjà, quand tu passes le bac français à l'oral, déjà de c'est manière chaud. générale, les gens n'ont pas des notes de ouf. C'est Tu sûr. vois ce que je veux dire? C'est sûr. Passer un bac, faire la même chose dans une langue que tu ne Impossible. maîtrises pas. Impossible. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, à titre personnel, le niveau d'arabe, même l'arabe, le tien, que tu passais sans avoir le niveau OIB, je trouve qu'il était trop élevé. Vraiment trop élevé. Parce que je sais que je donnais ça. On avait Zini Barakat. Je défie quelqu'un. Je pense que c'était, d'après des sources à moi, c'était un texte qu'on donnait à des gens de fac, de lettres arabes. Super corsé, super. Les thèmes étaient un peu compliqués, etc. Peu importe. Le bac, en général, mis à part l'arabe, on a décidé de le passer dans une voiture. Le préparer Dans une voiture. Alors, pourquoi on l'a préparé dans une voiture? Est-ce que tu te souviens? Parce que quand on partait chez toi, il y avait un peu de pression. Le père, ton papa qui venait, qui nous disait « Fais-nous son saut, etc. » On venait chez moi, la même chose. On partait chez Omar, c'était la même chose. Donc, on a décidé de le passer dans une voiture. Exactement. Alors, on l'a passé dans une voiture, la voiture à mes parents. Est-ce que tu te souviens de la chanson qu'on écoutait je vais mettre le titre qu'on écoutait sur le chemin du retour. Orishas, non? C'était pas Orishas, c'était un truc espagnol. Je vais mettre le titre, c'est vraiment intéressant. Mais on préparait le bac dans la voiture. On partait dans un endroit assez calme. Et c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de Orishas à ce moment-là. Et c'est vraiment cool, Orishas. Je réécoute ça dernièrement, c'est vraiment cool. On écoutait ça parce qu'il y avait une pression énorme. Alors, il faut savoir que le bac, c'est pas du tout la même chose aux États-Unis, par exemple. Moi qui suis parti aux États-Unis après, c'est vraiment une formalité aux États-Unis, le bac. Pour nous, tu joues ta vie. La pression est énorme. Je me souviens, pour avoir les fiches, tu sais, les fiches, toi, tu te démerdais avec tes contacts, les fiches. Moi, je me démerdais mes fiches. Omar, il se démerdait ses fiches. Et ça se vendait comme de la coke. Quoi. C'était vraiment le truc. Attends, je te le passe, mais tu le passes à personne. Tu le passes. Et c'était... Et on galérait. Et je me souviens, alors, je ne sais pas si on doit raconter cette anecdote, mais je me souviens, on a eu une petite péripétie avec une nana dont on ne citera pas le nom, qui est partie nous dénoncer. Elle a dit, voilà, eux, c'est des crevards et nous, on veut avoir des mentions, on veut avoir de grandes écoles. Et donc, Madame Nagy, justement, nous a séparés. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une pression énorme. Et j'en veux pas du tout à ces élèves qui veulent des mentions pour aller dans des grandes écoles en France. Je comprends tout à fait. Nous, on cherchait, comme on dit, on cherchait juste à sortir de ce trou à rats. Et pour certaines personnes, c'était les grandes écoles, HEC, etc., Centrale, etc. Nous, mais c'est une pression qui est trop grande pour des jeunes de notre âge. C'est trop grand. Le moule a failli nous broyer. Ah, clairement. Et ça, c'était, je pense, le grand défaut de Polva, c'est ça. C'est quand on te mettait une pression de malade, soit t'as le bac, soit ta vie, elle est foutue. Quoi. Et il faut rentrer dans ce moule. Il faut avoir le bac, c'est-à-dire les mentions, les coefs, ils sont il faut avoir des coefficients, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et c'était un moule qui était très, très dur. Et soit tu rentres dans le moule, soit, en fait, les autres voies, une fois que tu t'engages dans une école privée comme Polva, comme on a dit tout à l'heure, c'est soit BEP, soit STT. Donc, c'est soi-disant des échecs. Ouais. Donc, il faut que tu restes dans ce train. Il faut que tu maintiennes ce rythme. C'est comme quand tu cours, toi qui cours bien, tu es obligé de rester avec les leaders. Tu es obligé de garder la corde. Si tu sors, si tu commences à te détacher, tu ne pourras jamais les rattraper. C'est foutu. Il faut que tu restes avec le groupe des leaders. Tu es au milieu du groupe, il faut que tu continues à courir. Et alors, moi, je pense que c'est un système qui a failli nous broyer. Et honnêtement, tu as eu beaucoup de courage. Je sais que une fois que tu as... Alors, on a passé le bac, toi, tu l'as raté. À cause de beaucoup de choses, le sport, l'arabe, etc. Mais je pense que si ces deux facteurs étaient comme les nôtres, tu aurais passé tu aurais passé la tête. Mais je sais que j'ai entendu dire, enfin tu m'as dit, que début d'année, après le bac,
Le matin, tu t'es réveillé, tu partais pas au lycée. C'est ton père qui t'a dit... C'est-à-dire que bouge ton déjà, cul. ouais, clairement, quand j'ai foiré mon bac, la rentrée, pour moi, c'était impossible. Donc moi, j'ai pas fait ma rentrée avec les gens. J'ai dit à mon père, c'est simple. Moi, les études, basta. J'arrête. Il m'a laissé pendant 2 jours. À poireauter à la maison. Non, j'allais chez Kamel Bou. Kamel. Et donc voilà, après, il a craqué son slip, il est venu, il m'a pris par la peau des fesses, il m'a monté dans la bagnole, il m'a emmené au lycée, il m'a dit, écoute, tu vas et tu passes ton bac et tu me fais pas chier. Quoi. Et Voilà. heureusement, on est d'accord. Merci, clairement. C'est incroyable. Clairement. Incroyable. Parce Clairement. que je comprends ton sentiment de dire, allez, fuck it, ça fait I'm done. Mais que ton père dise, allez, mec, c'est la seule porte où il faut que tu sortes par cette porte. Il n'y a pas d'autre porte. Malheureusement, le système, c'est un entonnoir, il faut que tu sortes par là. Alors tu sais, mon père m'a poussé. Il m'a dit, écoute, mon père a toujours été quelqu'un d'assez carré. Tu sais, c'est un militaire, c'est le régime militaire. Je te dis, tu fais, et c'est comme ça, et ça se discute pas. Et quand j'ai raté mon bac, c'est la première fois où j'ai vu mon père particulièrement compréhensif. Mon père ne m'a pas fait la moindre remarque le jour où j'ai raté le bac. Il ne m'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à cet échec. Et ça a été très révélateur. Donc quand j'ai pas voulu reprendre, il m'a dit, écoute, tu fais un essai. Et fin du premier trimestre, si tu veux, on en reparle. Je pense que lui, il m'a dit ça juste pour... voilà quoi. Pour te mettre le pied dans l'étrier. Voilà, Quoi, il dit, on va le relancer, ça va passer, tu vois. Fin du premier trimestre, bon, j'ai repris les cours. Premier trimestre complet, 4 mois. Je parlais à personne. Intégré que dalle. Pas du tout. Ça m'a saoulé. Et je suis allé en décembre, j'ai dit à tout le monde, bon, moi j'arrête. L'année prochaine, vous ne me revoyez plus. Ça y est, moi je passe même pas ce putain de bac. J'étais inscrit, j'avais payé tout ce qu'il fallait et tout. Je leur ai dit, ça y est, ça me saoule. Moi je passe pas le bac. C'est qui est venu te motiver un me peu. repêcher Madame Nagy. C'est Madame Nagy. Si tu savais tout ce qu'elle a fait pour que je passe ce Mec, bac. elle est incroyable. Mais tu n'imagines même pas avec le proviseur, avec les profs, Je me rappellerai toujours, j'étais en cours d'arabe chez les Ili. Alors quand j'ai refait mon bac, il avait le poids de mon échec d'avant. Du coup, il m'a plus jamais invité à repasser l'arabe au bac, tu vois. C'était pour moi les cours d'arabe, c'était simple, c'était 1 heure où je faisais la sieste. Alors le gars, il me parlait pas, il me laissait, et au sens propre du terme, hein, je rentrais en cours tranquille. Et je pionçais. Il avait séparé la classe en 3 ateliers différents en fonction des différents niveaux pour préparer au mieux les gens en fonction de ce qu'ils notre avaient expérience qu'on avait passée, lui et moi, l'année d'avant. Et je me rappelle un jour, j'étais en cours d'arabe comme ça, et ça y est, à un moment donné, je me suis dit, fuck it. Je lui ai dit, écoute, Ousted, je sors. Il m'a dit, vas-y. Je suis sorti, je suis allé en salle des profs. J'ai toqué, je regarde, je vois une Nagy, je lui dis, madame, je vais vous parler. Voilà, je suis désolé, ceci, cela, un an, j'arrête. Elle m'a dit, ok. Tu es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok. Là, elle est repartie, elle est rentrée, elle m'a dit, ok, repars en cours, il n'y a pas de souci. Putain, mec, j'ai tourné les talons. Elle a fait un scandale, un truc de fou. Elle a appelé mon père, elle a appelé le proviseur, elle a fait un bordel. Et après, elle est venue me parler. Et franchement, j'oublierai jamais cette nana. Mais vraiment incroyable. Tu sais, c'est dans ces moments comme ça, elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée. C'est ça le truc. Écoute, tu parlais de Madame Rami. Moi, Madame Rami, elle m'a fait passer le bac chez elle à la maison. La nana, c'est incroyable ce qu'elle a fait pour moi. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Madame Nagy, elle a fait la même quand elle a vu que ça y est, j'envoyais tout. Madame Nagy m'a accueilli chez elle à la maison. Tu sais, elle était de Rabat. Elle venait passer la semaine à Meknès. Elle avait un petit appart à Meknès dans un coin paumé, dans un quartier populaire. Elle m'accueillait chez elle, mec. Elle me faisait des cours particuliers d'éco. Incroyable. Vraiment, cette nana, je suis reconnaissante. Écoute, on la remercie tous les deux, mais vraiment, ces gens-là qui
Et c'est des gens qui te marquent, tu vois. Qui te marquent, Il y avait une prof qui te de- changent la trajectoire de vie, Ah oui, tu sais. il y avait une prof d'histoire c'est un géo. impact Moi, j'ai incroyable. jamais été fan d'histoire géo. Tu te rappelles de Monsieur Olivier Fuchs. Fuchs. Ouais. On avait commencé l'histoire géo avec lui. Putain, mais qu'est-ce que ça saoulait Fuchs. l'histoire géo. Fuchs, ouais. Histoire géo, il était prof de Français et histoire géo. Il faisait les deux. D'accord. Il faisait ok, les deux. ok. Et Comme quoi, on peut faire coiffeur astronaute. clairement. On peut tout. Clairement. Et moi, il y en a une qui m'avait fait aimer l'histoire géo et ça avait Olivier. été le début. Non, Talabo. Ah ouais, incroyable, Talabo. Elle te dit, tu n'as pas un chewing-gum Talabo qu'on embrasse, extraordinaire. Ouais. Madame Olivier aussi. Monsieur le Razali, top aussi. Monsieur Mentek. Mentek, magnifique. Énorme. Mentek, Énorme. extraordinaire. Énorme. Tu sais, il y a des profs qui font un petit effort en plus et qui sont passionnés. Il y a des profs qui passent comme un courant d'air, voilà, pom pom. Mais c'est vrai que surtout à cet âge, on a besoin d'un petit plus, on a besoin d'une petite connexion, on a besoin de vraiment top. Alors quand tu rentres pas forcément dans le système, excuse-moi 2 secondes, mais quand tu rentres pas forcément dans le système justement, t'as pas besoin du prof qui est là et qui est fonctionnaire, académique, il vient, il fait son truc, il fait son taf et il se barre. Mais tu as besoin de quelqu'un qui s'intéresse à toi en tant que personne. Et Madame Rami, Madame Nagy, Monsieur Mentek, Monsieur le Razeli, Monsieur Lezili, tout ça, c'est des gens qui effectivement s'intéressaient à la personne. Et c'est pour ça que je pense que ça a donné des résultats qui sont bons par rapport au reste, parce que ces gens justement s'intéressaient foncièrement à toi, quoi. À la personne, c'est tout à fait. On n'était n'était pas des numéros, on était clairement. C'était incroyable. Alors, on raconte une toute petite anecdote avec Madame Nagy justement. Un jour, on est en train de monter en classe, et c'est vrai que il faut comprendre aussi pour les gens qui nous regardent que le lycée Paul Valéry, c'était une machine, et il fallait rentrer dans le moule, ou sinon la machine elle te broyait. Donc, c'était... Moi, je pense... Alors, après, on pourrait en discuter, mais les cours étaient 8 heures de cours, parfois dans un âge assez tôt. Je trouve que c'était beaucoup. Mec. Et il y avait des cours, parfois, tu sors des maths, tu rentres dans l'histoire géo, tu finis par 2 heures de physique. C'est trop pour un... C'est trop et putain, et le cartable, mec. Ouais, le manuel de maths, le manuel de physique, c'est des bouquins qui sont énormes, c'est lourd. Et même intellectuellement, c'est la charge. Il y a des matinées, tu te dis, putain, aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est le parcours du combattant. C'est l'enfer. Alors, justement, une des matinées comme ça, je pense que c'était plutôt une après-midi. Non, on rentre. Une matinée. C'est ce que je pense, c'est une matinée. Alors, on est en train de monter. Et la prof était en retard. Madame Nagy était en retard. Et j'étais avec, je pense qu'il ne nous en voudra pas pour citer son nom, Ktani, qu'on embrasse, Mehdi. Et on est en train de monter. Et la prof, elle n'était pas là. À un certain moment, la surveillante, elle nous fait rentrer dans la salle. Elle nous dit, ah oui, elle est là, elle arrive, elle va être en retard. Et nous, on a cru un peu au rêve. On s'est dit, elle n'est pas là, super, 2 heures de permanence. À l'époque, elle n'est pas là, tu pars pas chez toi, tu pars en permanence, quoi. Donc, 2 heures de permanence, et les heures de Madame Nagy étaient intenses, mec. C'était pas, tu dormais pas. Je te dis, tu restes même pas comme ça. Tu restes debout, tu te tiens droit, tu la regardes. Elle peut te surprendre avec question. Oui, vous, Monsieur Sefiani, comment vous appelez le... Ok, Madame, calme. J'appellerai rien, moi déjà. Bref. Et donc, on est en train de monter. Et Mehdi, il me dit, écoute, mec, on sèche. On sèche. Oh, non, on part tout de suite. Ouais, on part. Et donc, on part. Et je ne sais pas à quel moment, je pense on a fini tous les 3. Et on a séché. Donc, en sortant, la cour, à un certain moment, elle est vide. Et donc, c'est un peu no man's land. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on nous voit, sinon on va nous tirer dessus. Et donc, on passe entre les arbres, on saute les trucs. On part. Et il y avait... Comment il s'appelle celui qui était à la porte ? Boucha, mon pote. Boucha, il faut qu'on lui dise, mec, on sort, tu nous as pas vus. Et donc, parce qu'on est obligé de passer par là-bas, le portail, il est là-bas. Je ne me souviens plus comment on s'arrange avec lui. Je sais qu'il était assez cool, mais parfois un peu traître, mais assez cool. Bon, il fait son boulot en même temps. Donc, on lui dit, écoute, Boucha, on se casse, la prof, elle n'est pas là. Ouais, Madame Nagy, elle n'est pas là. Attendez, je vérifie. Mais Boucha, elle ne vérifie pas, elle n'est pas là, c'est bon. On te dit, elle n'est pas là. Arrête de nous prendre pour des voleurs, quoi. On n'est pas des voleurs de poules. Allez, on se casse. Et on est partis tous les 3. Et en fait, on était tellement jeunes
parfois, tu sors de cours, tu sèches, mais tu sais pas où aller, tu sais pas. En fait, on réalise pas le plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, on était tellement stressés, il faut qu'on se cache en ville. Parce que Meknès, encore une fois, c'est une ville... C'est pas un village non plus, mais ça reste assez petit. C'est possible que ce soit des parents qui passent, mes parents, les parents de Mehdi. Donc, on va partir dans un café. Est-ce que tu te souviens du nom du café? Miami, mon pote. Miami, sa mère. On part à Miami, en plein centre-ville. On rentre dans le café. On était super jeunes. Je sais même pas si on avait assez d'argent. On prend un coca chacun, etc. On se pose. On se pose au Miami. Et le temps passe super lentement. Je sais pas si tu te souviens, on était un peu stressés. Putain, ils sont bonjour madame, bonjour monsieur, etc. On rentre, à un certain moment, ton téléphone sonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, c'était qui? Déjà, téléphone portable, à l'époque, tout le monde ne l'a pas. Téléphone portable, bon, Magid a un téléphone portable, il sonne. Ouais, il en a 2. En fait, si tu veux, moi, j'avais 2 numéros de téléphone portable. Ouais. Et tu sais, dans les fiches qu'on remplissait chaque année au niveau de l'inscription. L'inscription, tout à fait. Moi, Bessel, comme j'étais, le numéro des parents, la mère, j'ai j'ai donné un numéro de portable et le père, j'en ai donné un autre. Tu vois. Donc, du coup, ils m'appellent, ils tombent sur moi. Quoi. Ils appellent mon et père, donc, ils te tombent sur disent moi. bonjour, monsieur Zaïd. Donc, ils m'appellent, ils me disent bonjour, monsieur Zaïd, bonjour, madame. C'est lui, c'est oui. Voilà, votre fils s'est présenté au lycée, il est reparti. Oui, tout à fait, il est reparti, il est rentré à la maison, il se sentait pas bien, il est un peu fatigué, il est au lit, donc il n'y a pas de problème. Ok, bon, ça raccroche. Nickel. Et donc, toi, tu chuchotes un peu tout ça, tu es à l'écart et tu reviens. Tu nous dis, les gars, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est moi, je suis clean. La mauvaise nouvelle, ça va bombarder sur vos gueules. Grave. Ils sont en train d'appeler vos vieux. Si ça se trouve, ils sont déjà en train d'appeler vos vieux. Alors, nous, on devient blanc. Putain, moi, je commence déjà à trouver une excuse. Alors, j'avais mal à la tête. Qu'est-ce que je vais dire? Et comment tu as fait? Ben, écoute, moi, j'ai donné mon numéro. Ah, l'enculé, putain, il a donné son numéro. Ok, ben, écoute, comment on va faire, nous? Comment on va faire? Ben, je sais pas, vous vous démerdez, etc. Et moi, je vous dis, les gars, moi, je rentre chez moi tout de suite. je vais me mettre sous la couette, je suis malade, je vais essayer de vomir, je sais pas ce que je vais faire, mais je peux pas, en plus, sécher, et ils savent pas où je suis, au moins que je sois à la maison. Et donc, le temps de rentrer à la maison, ma mère elle a rencontré ton père, je pense, ou ta mère? Mon père. Ton père. Elle a rencontré ton père. Le pire dans tout, mec. Si elle avait rencontré ma mère, ce serait passé comme une lettre à la poste. Elle a rencontré son père, et alors nos parents se connaissent. Elle lui dit, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait, le Jawad? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben écoute, il a séché. Ah bon, avec qui il a séché? Ben avec ton fils, tu sais pas. Mais ils t'ont appelé. Ils m'ont appelé. Ah ouais. Comment ça, ils m'ont appelé? Ben oui, ils ont séché aujourd'hui, ils sont pas rentrés. Mais tu imagines, il reste 1 an au bac ou la match, non? Et ils ont séché. Ah bon, Magid, il a séché. Mais ils m'ont pas appelé. Mais si, ils ont dit qu'ils t'ont appelé. Ben écoute, viens avec moi, Rafia, tout de suite, on va aller au lycée. Ils sont partis avec moi. Ton père, il est rentré, il a claqué la porte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous faites avoir par un gamin de 17 ans? Mais comment ça se fait? Mais c'est quoi cette administration? Vous savez même pas faire la différence entre un homme de 42 ans ou de 45 ans ou je sais pas quoi et un gamin, mais vous vous faites avoir, etc. Mais monsieur, on est désolé, mais qu'est-ce que ça veut dire cette administration? Vous appelez mon gosse pour lui dire qu'il a séché? Bien sûr qu'il a séché. Bref, c'était la catastrophe. Putain. Et donc ton père, il t'appelle. Il m'a appelé, il m'a dit rejoins-moi tout de suite, je suis au lycée. T'es sérieux, mec? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh putain. Moi, j'ai dit bon les gars, je pense que c'est le moment d'aller chez moi. Tchuss. Ah ouais. Et voilà, on s'est fait prendre. Et moi, ma mère, elle m'appelle au téléphone. J'avais un portable aussi, un Alcatel, le jaune. Et elle me dit tu es où? Je suis malade. Elle me dit ah ouais, tu es malade. Rentre à la maison tout de suite. Ton père va te voir ce soir. Et si vous savez comment ça se passe à la maison, quand on te dit ton père va te voir ce soir, c'est que c'est monté chez le CIO, quoi. C'est monté chez le Big Boss. C'est que ça va mal se passer. Clairement. Mais ouais, alors des petites anecdotes, on a eu plein. Et honnêtement, est-ce que tu gardes un bon souvenir des années de lycée? Clairement. Ouais, on s'est bien amusé. Surtout les 2 dernières années, mais c'était ouf. Moi, je garde un super souvenir de toute ma scolarité. Franchement. Ouais. Putain, je me suis super éclaté. On s'est bien amusé. J'étais vachement actif, tu sais, donc... j'étais vachement cool, j'étais...
Un peu populaire, un peu, voilà, on était DJ, tu étais DJ, toi, avec Ahmed Daoudi, qu'on embrasse. On était, tu étais parmi... Alors, moi, bizarrement, j'étais pas dans le groupe, le petit nucléus, etc. Mais je rôdais autour, je gravitais autour, etc. Et je choisissais mes trucs quand je rentrais, quand je rentrais pas. Mais on s'est bien éclaté. Je pense que le lycée... sans vouloir vraiment voilà, nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a marqué une époque. Je pense qu'on a marqué une époque. Je pense parce que, tu sais, quand tu entends les échos qu'il y a maintenant, par exemple, au lycée, c'est plus ce que c'était, quoi. Je pense qu'on était une des dernières générations à avoir un semblant plus ou moins de liberté. Ouais. On n'était pas touché par tout ce qui est réseaux sociaux, par tout ce qui est vrai, ceci. C'est vrai, c'était une autre époque. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait énormément de rapports entre les gens. Rapports humains. On était obligés de se voir. Putain, quand tu l'appelais sur le fixe, déjà, t'arrivais à le pécho sur le fixe, déjà, c'était un truc de ouf. Non, c'était une autre époque. Honnêtement, moi je sais que je t'en ai parlé, mais j'ai essayé de joindre le lycée Paul Valéry. J'ai envoyé un email sur le site officiel. J'ai aussi envoyé un email sur le compte Insta. Alors, si vous nous regardez, moi, j'aimerais bien avoir un truc de partage où on se pose avec la génération des lycéens aujourd'hui et qu'on ramène des lycéens de notre époque et peut-être même de la génération de ton frère, etc. Et qu'on puisse partager un peu nos expériences, etc. Et je voudrais surtout leur parler des débouchés. Alors, après le lycée, c'est quoi la conception que tu avais et qu'est-ce qui s'est vraiment passé après le lycée? Est-ce que le lycée a eu vraiment une importance capitale? Est-ce que c'était l'entonnoir? Voilà, il fallait sortir de cette porte-là et pas d'une autre. C'est quoi la conception qu'on avait Moi, je pense qu'au lycée, les choses, elles sont très... Et encore une fois, peut-être que c'est propre à Paul Va, mais je pense que les informations que tu as sont très restreintes, les orientations sont très, très restreintes. On nous force à partir en France, on est d'accord. C'est l'option numéro 1 et c'est l'option par excellence. Mec, on nous force à mettre trois propositions pour la France. Alors voilà, tu remplis déjà le dossier de fac. Alors, obligé, ça c'est plutôt un truc positif. Oui. C'est-à-dire que étant dans une mission française... C'est des options que tu as. Non, c'est-à-dire que tu as une place en université française qui est garantie. Ça, c'est déjà top. Je suis d'accord avec toi. Déjà d'emblée. Donc ça, c'est plutôt un truc positif. Après, moi... Toi, tu avais rempli Toulouse, tu es parti à Toulouse, c'est ça? Sur la deuxième année. Sur la première année, j'avais fait... Paris. J'avais fait la connerie. Paris. J'avais mis Paris. Tout le monde met Paris. Tous mes potes vont à Paris. et c'est pour ça que je te dis que peut-être... pas peut-être, mais... c'était pour le mieux, quoi. Ça m'a été vraiment bénéfique de refaire mon bac. Paris, j'aurais rien foutu de ma vie. Je me serais retrouvé dans une machine avec tous les potes, on aurait glandé, ça aurait été un truc. Je suis parti à Toulouse, j'ai fait mes études, ça s'est plus ou moins bien passé. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le lycée a une importance capitale pour après les études? Non. Alors, est-ce que tu peux un peu... Enfin, ça dépend dans quel sens. Je pense que ta vision de ce que tu peux faire après le bac, elle est très restreinte au niveau du lycée. Alors. Bon, on reprend... Je pense que l'anglais est un peu différent. Je t'ai regardé l'image. Elle était bien, elle était max. Donc, on reprend. Action. La lumière qui s'allume, top. Le Magid aujourd'hui, il dirait quoi au Magid du lycée? Par rapport à l'avenir, aux études, etc. Le Magid pro, après... Écoute, déjà, premièrement, je ne sais pas si le Magid d'aujourd'hui mettrait son fils, par exemple, dans le même système que... Ça, c'est intéressant. Déjà, toi, tu as 2 enfants et je sais que les études coûtent une blinde. Les études coûtent une fortune. Je peux te dire qu'aujourd'hui, je paye par mois, par gosse, l'équivalent de ce que mon père payait pour moi par trimestre à la mission. C'est dingue. Tu payes plus d'un SMIC par mois, par gosse. Plus d'un SMIC par mois, par gosse, ils sont en maternelle, quoi. Pour aller faire de la peinture. Mais tu sais que beaucoup de gens disent, par exemple aux États-Unis, une école, les écoles les plus prestigieuses qu'on appelle les Ivy League, Harvard, Yale, etc., Brown, etc., c'est à peu près
un tout petit peu. Voilà, c'est grosso modo 50 boules, 50 000 $, donc, 500 000 dirhams, c'est ça? 50 000 voilà, par mois. par an. Par an. Après, il faut payer la bouffe, il faut payer le logement, il faut payer le truc, etc. etc. Et beaucoup d'étudiants aux États-Unis se retrouvent endettés. Donc les gens se disent, est-ce que si au bout du compte, on a payé 350 000, 400 000 $ ou euros, l'équivalent un peu grosso modo, pour une scolarité, est-ce que c'est pas mieux de l'investir ailleurs? Est-ce que c'est pas mieux que d'investir ailleurs, donner à son gosse ça? Et est-ce que vraiment l'éducation, c'est pas une petite bulle spéculative c'est pas raisonnable, c'est pas... Écoute, quand tu vois où est-ce qu'ils finissent les gens qui sortent de ces écoles, je pense que c'est pas perdu non plus, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Écoute, tu sais qu'ils payent ces crédits-là des années après avoir fini. Ouais. C'est-à-dire, quand je te dis des années, c'est pas 2-3 ans. C'est 15 ans, 16 ans, 17 ans. Nous, on a des potes en commun qui ont fait leurs études en France, qui ont été dans des écoles de commerce et qui ont financé ces écoles de commerce par des emprunts bancaires. Oui. Qu'ils ont continué à rembourser. Longtemps même après avoir fini leurs... Enfin, bien sûr, parce qu'ils commencent peut-être même à les rembourser après, mais pendant un certain nombre d'années, donc pendant 5-6 ans. Après, tu me diras, c'est 5-6 ans, c'est pas 20 ans non plus. Mais c'est clair que ça t'handicape quand tu te lances dans la vie active, déjà de 1. Et 2, les montants des écoles de commerce en France... pas non plus les 50 000 $. Quoi, mais est-ce que, par exemple, alors, c'est quoi comment tu vois l'avenir de tes gosses de manière pour les écoles, etc. C'est quoi le plan? Nous, je pense que quand on était au lycée, c'est simple, les parents n'avaient pas 36 000 choix. C'est soit je te mets dans un lycée français, soit je te mets dans un lycée dans public. Le public. Maintenant, il y a énormément de lycées. Aujourd'hui, on a énormément d'alternatives. Ouais. On a déjà l'école privée marocaine. Oui, il y en a déjà plein. Et en plus de ça, on a les différentes missions, donc française, belge, espagnole, américaine. La plus anglais, prestigieuse, c'est laquelle à ton avis? Écoute, sur le système francophone, je pense que la plus prestigieuse, c'est la belge. D'accord. Mais pourtant, les Belges ne sont pas connus pour avoir Tu peux me citer une université belge? Moi, non. Oui, mais je connais un certain nombre de personnes qui ont fait leurs études supérieures en Belgique. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, le système éducatif belge est quand même a une certaine notoriété. Oui, il a une certaine reconnu, notoriété, ça c'est certain. Très valorisé. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, tu n'as qu'à voir en termes de coûts. C'est l'une des plus chères. Ben voilà. Alors, le système français, est-ce qu'il a la même valeur qu'il avait à notre époque? Le système français, je pense que l'inconvénient du système français est quand même par-dessus tout de maintenir une certaine influence française dans les pays culturel, où les missions sont implantées. Mais est-ce que tu penses mettre tes gosses, toi, dans un système français? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. Et alors, système espagnol, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Écoute, oui. Pour mon fils, j'avais fait une tentative. Je m'étais pris un peu tard, donc ça n'avait pas fonctionné. Mais j'étais intéressé par le mettre dans le système espagnol. Après, je t'avouerai que l'idéal pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il puisse toucher un peu à tout. Et ce qu'on nous a, nous, aussi transmis, c'est aussi Et c'est quelque chose que nous, à notre époque, on s'était pas très développé. Il y avait très peu de personnes qui avaient la chance d'avoir des parents qui poussaient dans ce sens-là. C'est peut-être aussi d'essayer de pousser l'enfant par rapport à des choses qui l'attirent profondément. Moi, quand j'étais au collège, le foot, c'était toute ma vie. Et on m'avait proposé de faire sport-études. Pour mon père, sport-études, c'était quelque chose impensable. Voilà, quoi. C'est l'échec ultime. Quoi. Ce que je veux dire, on peut tolérer l'AES, mais on ne tolère pas le sport-études. STT, déjà, tu es un tocard. Quoi, et moi, mon fils, au jour d'aujourd'hui, s'il me dit, voilà, j'ai une passion et que tu sens que c'est une réelle passion et qu'il a un fort intérêt pour ça, je le pousserai peut-être là-dedans.
Je suis incapable de te dire quel système éducatif je vais choisir. Je sais qu'a priori, le système français est plutôt mal barré. Mais ça sera du privé. Il n'y a pas de choix. Ouais. Malheureusement, alors le public à l'époque, dans les années 90, etc., était plutôt bon. Mais le public en ce moment même, je pense que c'est la décadence. D'ailleurs, il y a énormément de privés, d'écoles privées qui montent parce que justement pour compenser un système public qui est défaillant, qui est inexistant. Alors tant que le système public n'est pas bon, on est obligé de mettre ses gosses au privé. Alors le privé coûte cher, coûte même très cher. Si on a plusieurs gosses, c'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut penser. Alors, bon, écoute, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On a fait, mais j'aimerais bien que tu reviennes éventuellement pour qu'on approfondisse ce sujet. Clairement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé anecdotes et Paul Valéry. Et encore une fois, je réitère l'invitation de Paul Valéry à nous contacter et à pouvoir éventuellement faire un podcast, peut-être même au lycée, et qu'on puisse partager un peu toutes ces idées. On n'a pas assez profité, on va dire, de la technologie, de tout ça. Ça reste le tableau, le prof qui vient, qui déballe ses Clairement. idées. Nous, on doit les apprendre et 15 jours après, on doit pouvoir les réciter, etc. Je trouve qu'il y a moyen d'améliorer un peu tout ça. Moi, je parle du système éducatif au Maroc, mais je parle du système éducatif aux États-Unis aussi, un peu partout. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vérifie si on enregistrait aussi, parce que ça peut toujours servir. Merci à tous d'être là. Merci Majid. Ciao. Et j'espère qu'on se reverra très très bientôt. Ciao, ciao. Avec plaisir. Ciao. Écoute, on a beau préparer ce qu'on peut préparer, mais Allez, après on y ça va va. être en freestyle.